Bonjour Bruno Bonnell. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche, député du Rhône. Villeurbanne. Villeurbanne. Et vous êtes aussi président de l'EM Lyon, une école de commerce dont on parle beaucoup en ce moment. On y reviendra tout à l'heure. Les négociations sociales cette semaine sont assez actives. Il y a deux grands sujets, assurance chômage et formation professionnelle, avec une ambition qui semble un peu courte, un petit peu en deçà de ce qu'a été par exemple la réforme sur les ordonnances sociales. Est-ce que le gouvernement doit reprendre la main sur les partenaires sociaux ? C'est une bonne question, mais d'abord il faut rappeler que ces deux réformes de fond viennent en complément de celles que nous avons fait au tout début du quinquennat, qui était celle sur les ordonnances de la loi travail. Et en complément, et doivent assurer le succès de ce premier déverrouillage de la loi du travail. Bien sûr, puisque c'est une espèce de pulse, et quand toutes les pièces du pulse, il reste la retraite qui viendra en son temps, mais quand toutes les pièces du pulse seront organisées, là on pourra avoir une vraie dynamique globale. Et donc il faut la même ambition. Est-ce qu'elle est là ? Alors, l'ambition est là. Je pense qu'elle est objectivement un petit peu brouillée par, d'une part, des affaires anecdotiques dont on parlera peut-être ou pas d'ailleurs, c'est pas très intéressant, et d'autre part, par le train de réforme absolument énorme que nous menons. Il n'y a quasiment pas un jour sans qu'on ouvre un journal et on lance un nouveau chantier. Donc je pense que je le vois plutôt comme une espèce de ville où il y a tellement de chantiers qui sont en même temps que certains paraissent moins importants que les autres. La détermination est là, la confiance et la solidité du Parlement derrière le gouvernement est là. Il faut maintenant aussi, avec les partenaires sociaux, ouvrir des négociations saines. Et je crois que le style Muriel Pénicaud là-dessus est très important. Alors, vous parliez de réformes multiples. La tension monte à la SNCF. Un rapport de Jean-Cyril Spinetta a ouvert un vaste chantier. On ne sait pas encore ce que le gouvernement fera de ce rapport, mais il a, lui, une très grande ambition de réformer la SNCF. Déjà, les différents syndicats, tous même, disent on va agir. Certains disent manifestation le 22 mars. Et ils essayent de rejouer, disons, la grande grève de 1995. Est-ce que le gouvernement est en position de tenir ? Bon, alors, je pense qu'on est parti effectivement, comme d'habitude, sur un rapport qui sort et on le prend comme un espèce de texte de loi. Il y a du travail qui va être fait à partir de ce rapport. Vous savez, actuellement, je ne sais pas, mais je peux vous dire que parmi mes collègues, il y a des dizaines de rapports qui sont montés parce que nous sommes en train de transformer la France. Mais ce rapport est d'un style un petit peu différent. Il a été commandé par le gouvernement. Absolument. C'est un rapport d'un expert des transports. Est-ce qu'il va trop loin ? Non, je ne sais pas s'il va trop loin. Ce que je veux dire, c'est que si on commence à vouloir faire de la réforme avec des totems et des tabous, en disant on ne touche pas au statut des cheminots, on ne touche pas aux lignes qui sont en difficulté, ou alors on n'essaye pas d'innover, de trouver d'autres solutions pour les gens, parce qu'il faut déplacer les gens. Le rapport ne dit pas supprimons, comme je l'ai lu, les entre guillemets, petites lignes. Il dit il faut se poser la question de comment assurer la sécurité sur ces lignes-là. Et sur le statut des cheminots, vous êtes favorable à la suppression de ce statut pour les nouveaux embauchés ? Alors oui, bien sûr. Oui. C'est ce qu'il dit, ce rapport. Il ne touche pas au statut actuel. Les gens qui ont travaillé des dizaines d'années avec un certain statut ne changeront pas. Par contre, la réflexion pour le futur mérite d'être ouverte et posée sur la table. Je pense qu'encore une fois, totem et tabou, c'est on dit « Ah non, on ne touche pas aux cheminots parce qu'ils vont faire la grève ». Attendez, ce sont des gens qui sont des Français, raisonnables. Donc s'il faut grève, il faut tenir. Il faudra tenir comme bien entendu. Oui. Il faudra tenir, le gouvernement, dites-vous, pourra tenir. Est-ce que la majorité, on voit quelques petits signaux de désunion, tout ce qui tourne autour de l'immigration crée quelques crispations à l'intérieur de la majorité. Vous pensez qu'elle est solide dans un cas éventuel de grande grève façon 95 ? Écoutez, la majorité, elle a une énorme cohérence. C'est le programme présidentiel pour lequel qu'elle a supporté et pour lequel elle travaille. Après, il y a des sensibilités. Il ne faut pas mélanger fronde et sensibilité. Je pense que dans le cas précis d'une grève, par exemple, des transports, d'abord, on va penser au bien public. Est-ce que les Français peuvent être bloqués dans leur circulation ? Là-dessus, la majorité va être d'accord que probablement pas. Est-ce qu'il faut par contre assouplir dans la discussion des choses ? C'est là où les sensibilités vont s'exprimer, comme pour la loi, par exemple, Asile-Immigration. On a vu Aurélien Taché qui a fait un excellent rapport sur l'intégration qu'il a présenté hier au Premier ministre. Remis hier au Premier ministre. Et qui montre bien qu'il y a à la fois une détermination à mieux gérer les entrées migratoires, mais en même temps traiter très dignement derrière, et surtout de les intégrer. Parce que moi, je pense que l'immigration, c'est une valeur forte pour la France de demain, si ces gens sont intégrés, pas si les gens sont laissés au bord du trottoir. Vous parliez des petites lignes et de la desserte rurale. Il y a un autre sujet lié à la ruralité qui monte beaucoup en ce moment, c'est la fermeture d'un certain nombre de classes en zone rurale. Est-ce qu'il n'y a pas là un danger de fracture entre une certaine France et la France urbaine ? La France
j'allais dire, la France Macron? Écoutez, ça a fait l'objet de plusieurs questions au gouvernement auxquelles j'ai assisté dans l'hémicycle. Et ce que j'ai constaté, c'est que systématiquement, M. Blanquer rappelait qu'on montrait celle qui était fermée, on ne montrait pas celle qui était ouverte. Oui, mais enfin, il y a un certain nombre d'endroits où c'est fermé, où ça va fermer, y compris à Amiens, paraît-il, ou aux alentours d'Amiens, où la classe primaire dans laquelle Emmanuel Macron a démarré sa scolarité est menacée de fermeture. Avec le respect absolu que je dois au président, sa classe ne fait pas exception s'il y a des raisons de l'avoir obligé. Non. Donc vous confirmez qu'il va y avoir des non, moi je confirme rien. Non, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale, donc je confirme absolument rien. Je dis que la réponse du ministre de l'Éducation nationale à l'hémicycle a été de dire attention, il faut garder le solde et que les soldes, dans de très nombreux cas, sont positifs. Maintenant, qu'il y ait des mouvements de population sur des territoires et qu'il faille se concentrer et réfléchir comment redynamiser certains territoires, c'est le travail de Jacques Mézard et il le fait, je crois, avec beaucoup de force. Il y a une réalité française. C'est qu'il y a bien une concentration sur un certain nombre de villes. Et là, on se repose la question comment on va traiter le déséquilibre aujourd'hui qu'on a entre ces deux mondes. Ruralité, pouvoir d'achat, est-ce qu'il n'y a pas deux France dans l'idée de la majorité et dans l'idée du président de la République? Non, je crois qu'il n'y a qu'une France dans laquelle on essaie de donner la meilleure qualité de vie possible aux gens et certainement pas en méprisant ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Mais on mélange pouvoir d'achat et ce qu'on touche à la fin du mois sur la feuille de paye. Le pouvoir d'achat, c'est aussi la possibilité de vivre avec quelque chose. Vous avez appelé le chose. Pouvoir d'acheter. Voilà, on mélange pouvoir d'achat et pouvoir d'acheter. Là-dessus, la qualité de vie, elle est plus large que ça. Je sais que ça a fait une grosse polémique. Ah, ça n'a pas été très bien pris, oui, en effet. Oui, ça mais... a été considéré comme... assez méprisant pour ceux qui... Mais justement, ça ne l'est pas du tout. C'est au contraire. Il faut donner à chacun les moyens de travailler dignement, de gagner sa vie. Par contre, il faut aussi donner, et c'est ça la logique d'une France, une qualité de vie aux Français qui leur permette tous d'avoir une chance de choisir leur vie. Mais à la fin du mois, lorsque ce que vous avez de disponible est inférieur à ce que vous aviez le mois précédent ou l'année précédente, il y a un problème de pouvoir d'achat. Il y a un problème certainement à régler. Dans la dynamique que nous menons, notamment avec la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français, etc. À la fin de l'année. Oui, mais il y a une dynamique qui se regardera avec un petit peu plus de recul mais aujourd'hui, il y a un sujet. Que l'instant de... Mais il y a certainement un sujet pour certaines personnes, il ne faut pas le nier. Il y a un sujet de pouvoir d'achat. On l'a vu, il y a des gens qui nous sortent des feuilles de paye et qui disent regardez, ceci, cela. C'est une erreur d'ajustement de la réforme? Non, ce n'est pas une erreur, c'est la réforme, elle a une dynamique. Nous avons fait les premières étapes, nous continuons, notamment la suppression de la ligne chômage et sociale sur les feuilles de paye va prendre tous ses effets à la fin de l'année, la taxe d'habitation c'est à la fin de l'année. Pas pour les petits retraités. Oui, mais alors après, les problèmes de retraités, c'est un problème assez piquant parce que, nous avons averti dès le début de ce programme que nous ferions ça. Et nous faisons ça au niveau de la solidarité nationale, c'est-à-dire d'étaler sur la CSG, ce qui était avant uniquement sur la feuille de paye des salariés. Je comprends qu'il puisse y avoir un certain nombre de tensions, mais ça fait partie effectivement du mouvement général pour, j'espère, satisfaire le plus grand nombre. Donc c'est une bonne chose. Bien évidemment que c'est une bonne chose. Même si ça coûte en pouvoir d'achat à des milliers et des milliers de gens. Ça coûte en pouvoir d'achat, ça apporte en solidarité et ça dynamise, j'espère, et ça va surtout nous remettre sur la route de l'emploi. Vous êtes, je le disais, président de l'EM Lyon, qui est cette école de commerce dans laquelle Laurent Wauquiez a tenu des propos, cash. Alors, on ne va pas parler de la polémique qu'il a créée lui-même, mais ce qui m'intéresse, c'est vous, patron, issu de la société civile, directeur d'une école. Vous êtes responsable d'un certain nombre d'élèves qui n'ont pas respecté le secret. On n'est pas au secret des affaires, mais il y a un sujet là? Non, il y a un vrai sujet. Bon, d'abord, pour M. Wauquiez, faire rimer cash avec trash, c'est pas très élégant. J'espère pour lui que ça finirait pas en crash, pour faire un mauvais jeu de mots. Ceci dit, plus sérieusement, les étudiants, les futurs leaders, doivent la confidentialité à quelqu'un qui leur demande. Et je pense que là, il y a un vrai sujet de rappeler. C'est d'ailleurs plutôt ça qu'on va faire qu'une sanction. La sanction serait assez inutile d'aller faire une enquête. Rappeler les règles et surtout montrer que dans la, entre guillemets, vraie vie, celles qui vont vivre demain, s'ils sont à un conseil d'administration et qu'ils trahissent la confidentialité qui est demandée dans cette enceinte, ils peuvent rentrer en délit d'initié, en délit d'entrave. Et je pense que là, il y avait une mesure. Alors, il y a un jeu manipulateur, à mon avis, de Laurent Wauquiez, qui dit d'ailleurs dans ses propres propos, qui sait que ses propos peuvent s'envoler, comme autant de secrets. Vous voulez dire qu'il a organisé ou laissé organiser Vous savez, je pense que c'est un phénomène d'emballement. On commence par parler, on veut toucher un certain nombre de limites. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas à le commenter. Il paraît que... Moi, j'ai entendu que, comme vous, les quelques extraits. Mais ces 3 minutes ont tué les 2 heures soi-disant brillantes qu'ont décrites les étudiants. C'est la difficulté de la communication, en particulier de la communication politique. Merci Bruno Bonnell. Merci.